On va continuer parce que sinon on va être trop en retard. Donc le Immersive Virtual Lab de Dassault Systèmes prototype des expériences autour de la réalité virtuelle. Donc c'est une expérimentation de réalité virtuelle dans laquelle on peut également devenir partie intégrante grâce à un écran en immersion et à travers lequel il y a des personnages qui réagissent à notre présence physique aussi. Je vais donc tout de suite laisser la parole à David Naon, qui est directeur du laboratoire d'immersion virtuelle chez Dassault Systèmes et qui va partager avec nous son retour d'expérience de ce nouvel usage, à la fois dans la communication, l'événementiel et le digital. David, à vous. Merci beaucoup Pascal pour cette invitation et l'occasion qui m'est donnée ici de partager cette expérience-là. Je fais toute petite introduction en vous expliquant que je suis un vieux de la vieille. Alors il y a beaucoup de vieux de la vieille de l'IA ou d'autres domaines. Moi je suis un vieux de la vieille de la réalité virtuelle, puisque ça fait depuis la fin de mes études, il y a une vingtaine d'années que je consacre l'essentiel de mon activité à ça. Et que j'essaie de ne pas m'en éloigner, ce qui est pas évident. Vous retrouverez mon contact sur ce lien derrière, qui est finalement un lien vers LinkedIn. Je ne vais pas vous assommer trop longtemps avec ce que fait Dassault Systèmes, mais peut-être quand même rappeler que Dassault Systèmes n'est pas Dassault Aviation, même si il y a des financements communs et on appartient en partie à la même holding. On est éditeur de logiciels, de solutions. On est un groupe, premier éditeur de logiciels français. On est maintenant 14 000 personnes. Et vous avez quelques chiffres là qui vous rappellent un petit peu notre ADN. Ce qui est moins connu aussi pour les gens qui connaissent déjà Dassault Systèmes, c'est qu'on n'est pas du tout, ou plus du tout, essentiellement un éditeur de CAO. On sert 12 industries, dont des industries qui sont très diversifiées, comme l'architecture, les biens de grande consommation, l'high-tech, etc., avec des clients que vous voyez là. Et notre promesse a grandement évolué, puisqu'aujourd'hui, on reste dans l'univers de la conception, mais notre promesse est celle de délivrer des univers virtuels qui permettent à nos clients d'imaginer des innovations durables, capables d'harmoniser produits, nature et vie. On est héritier d'un monde, effectivement, venant de la CAO, de la maquette numérique, du Product Lifecycle Management. On revendique être aujourd'hui la 3D Experience Company. Mon lab, Pascal l'a un petit peu introduit, en fait, est rattaché au grand laboratoire d'innovation de Dassault Systèmes qui s'appelle le 3D Experience Lab, et qui a, entre autres, et vous pourrez aller voir le site, j'en parlerai que très brièvement, comme activité d'accélérer des startups et des projets d'innovation en collaboration avec des plus petites entités agiles ou des plus grandes, et en gros de faire de l'innovation ouverte et plutôt disruptive. Et donc mon lab se situe dans ce territoire-là, et en particulier à la croisée entre la recherche de la valeur des usages, de l'usage lui-même et de l'expérience utilisateur en particulier, et des technologies qui assurent la faisabilité en fait, de ce qu'on est en train d'essayer d'inventer. On sert ces 12 industries que j'ai citées, et notre façon d'agir est un peu proche de celle des constructeurs automobiles, mais cette fois-ci donc dans le monde de l'expérience, qui conçoivent des concepts cars, sauf que nous, ce n'est pas des cars, c'est des expériences. Donc on fait des concept expériences. Donc un concept expérience, en général, ça ne roule pas le lendemain du salon de l'auto. Je veux dire, un concept car. Il y a clairement écrit au-dessus, ceci est un concept car. Mais ça a une vocation double, en fait, qui est une vocation de communication et une vocation d'innovation. Une vocation de communication parce que ça montre une vision, ça montre une direction, ça montre un leadership, un thought leadership. Et ça montre aussi, et c'est aussi un outil d'innovation, parce qu'en fait, montrer des contenus, donc que ce soit des voitures ou des expériences interactives, à du public est le meilleur moyen de sourcer ces trois dimensions qui sont la valeur et l'expérience utilisateur. Bon, la techno, ça reste à nous. Et donc on pratique ça à travers différents lieux et espaces. Donc on a un premier espace. La photo est très ancienne, maintenant c'est encore plus joli et encore plus impressionnant, qui est notre showroom, notre Experience Briefing Center, qui se situe sur notre siège à l'Élysée, pas loin d'ici, et dans lequel on accueille des visiteurs, non pas en leur montrant des PowerPoint, non pas en
leur montrant des fonctionnalités de nos logiciels, du tout, mais en leur faisant vivre autant que faire se peut une expérience, des expériences à travers des dispositifs interactifs. Donc à la fois sur nos showrooms internes, sur nos playgrounds, mais aussi à l'occasion d'événements. Alors en général, on essaie de roder les expériences sur nos showrooms internes parce que c'est beaucoup moins exposé et c'est beaucoup plus facile. Et après, on les décline sur des événements. Ça nous arrive de faire les fous et de directement créer quelque chose de très nouveau en très peu de temps, directement pour un événement. Et c'est ce qu'on a eu la bêtise ou l'opportunité de faire au CES. On a eu un peu de chance parce qu'on a quand même essayé de... On a mis beaucoup de choses dans une seule expérience, assez ambitieuse. Je vais vous montrer une petite vidéo qui dure 2 minutes et qui présente en quelques mots la chose. Je parle à l'intérieur de l'expérience, donc il suffit d'écouter ce que je raconte. Si ça marche... Quand ça marche, étrangement, il faut cliquer sur l'autre écran. C'est parti. We are at Dassault Systèmes booth at CES 2016. My name is David Nahon, and we're showcasing here an amazing experience with the HTC Vive. That is a kind of design experience. We ask people to stage themselves in a dream. So we use these Kinects to copy them in the air, and then they draw around themselves a situation where they are the hero of their dream. It's amazing. It's shaping vision. It's opening your mind, seeing the future. I love this. It was great. If you were an artist, you would really have fun with it. You can see all kinds of tools that you could use that beyond the little brushes that you have. It's cool. It's weird drawing in 3 dimensions. I just want to hang out here for the next, try it over and over again. You know, I can do like curves that you wouldn't be able to sketch really in 2D. Alors, comment fonctionne cette expérience? Vous l'avez, je pense, à peu près compris, ou j'espère. Donc, les gens partent de leur corps. C'est la première matière, en fait, qu'on offre à l'utilisateur, au joueur, pour se mettre en situation, se représenter dans une expérience dans laquelle, en fait, il est le sujet et il va dessiner le contexte de ce qu'il est en train de vivre. En fait, il dessine autour d'une espèce de photocopie 3D de son corps. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une fois qu'il a fini son expérience, en fait, on lui envoie un mail, et ce mail atterrit chez lui, et il a la capacité déjà de visualiser le résultat de son expérience sous la forme d'un petit film. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est un lien. En fait, c'est un blog post sur le site, sur le blog de Dassault Systèmes, qui raconte pas mal de choses que je vais vous dire là, mais je vais essayer d'être un peu plus complet. Et en particulier de vous montrer donc la galerie. Donc, les gens reçoivent donc un mail qui les envoie vers ce site-là, en fait, qui au moment de l'événement été intégré dans un mini-site dédié au CES, mais en fait c'est une galerie qui est autonome et qui nous sert aussi sur de nouveaux événements. Et cette galerie a l'avantage d'être nativement sociale, au sens où en un clic, en fait, on peut partager les contenus qu'on a fabriqués soi-même ou qu'on a vus d'autres gens sur la plateforme. Donc là, je les ai en plus triés par popularité. Donc là, j'ai pris les likes, j'aurais pu prendre
le total des interactions Facebook. Le paramètre là que j'utilise, c'est juste les likes. Et on voit par exemple comment les gens voilà, se représentent. Donc ce que vous voyez là, c'est vraiment un visiteur qui est arrivé sur le stand, qui s'est mis dans une position et qui s'est rajouté des ailes. Je vous en montre un autre ou deux. Ça, c'est à Laval Virtual. C'est un journaliste de 20 minutes. Il fait 1m95, 110 kg, je pense à peu près. Il s'est représenté en train de faire de la balançoire. En public, devant tout un tas de gens. Et donc, ce qu'on a remarqué, bon, on l'avait anticipé et on savait que ça allait marcher quand même, on avait de bonnes raisons de le penser, mais c'est que cette machine-là permet aux gens de vraiment sortir de leur tête quelque chose qui est assez personnel, en fait. Et le pitch et la façon dont on les accompagne et qu'on les accueille sur l'expérience les emmène à puiser dans leur imaginaire. Et je reparlerai peut-être juste après de la valeur que tout ça a. Je vous partage peut-être encore un petit exemple ou deux. Donc ça, c'est public. Hein. Vous pouvez suivre le lien que vous allez voir affiché à l'écran tout à l'heure pour avoir accès à la galerie. Et vous pouvez aller tous visualiser n'importe laquelle de ces scènes. Je peux vous montrer ce qu'un professionnel a fait de la chose. On avait un peu un double objectif. Hein. On voulait faire un événement, quelque chose qui parle au grand public et qui donne envie à ce public-là de participer. Mais on avait aussi envie de voir dans quelle mesure des champions, entre guillemets, de la conception graphique pouvaient s'emparer de la chose et faire un dessin, une esquisse qui soit bon, particulièrement brillante. Donc là, on l'a laissé un petit peu plus de temps, puisque normalement, on laisse à peu près 5 minutes en tout, donc 3 minutes et demie à chaque personne pour dessiner. Et lui, bon, il a peut-être pris un quart d'heure, mais là, il a représenté en fait un produit. C'est le creative designer d'une marque qui fait des voitures qui sont reconfigurables. Et il s'est amusé à mettre en scène cette chose-là sous la forme d'un truc qui ressemble un peu à un graphe. Il est graffeur professionnel. Alors, je reviens sur la presse. Donc voilà, ça, c'était la galerie telle qu'elle était affichée au moment de l'événement, en BD dans le site du CES, avec aussi donc des moyens, une fois que les gens sont sur le contenu qu'ils ont reçu, de retomber en un clic aussi sur le site de l'événement et du coup de rebondir instantanément sur les autres parties du site de Dassault Systèmes et la proposition globale de Dassault Systèmes. Donc forcément, il fallait que le contenu soit raccroché à la proposition globale de notre marque. Donc là, je vous ai mis un lien rapide pour aller le taper et le retrouver directement, mais vous tapez 3D Dream Sketcher sur un moteur de recherche et vous allez le trouver facilement. Quelques chiffres. Il y a des chiffres un peu plus anciens sur Blogpost. Là, j'ai mis les derniers chiffres. En fait, on a fait 3 événements publics avec et 2 événements privés. L'événement public, le premier, c'était le CES qui se situait à ces dates-là. Et Laval Virtual qui s'est situé à ces dates-là, et un plus petit événement à Milan qu'on a organisé, nous, Design in the Age of Experience. Et notre plateforme nous permet d'avoir des stats, et en particulier sur Facebook, Twitter, ils ont changé leur API, on peut moins compter maintenant, mais on va rebrancher tout ça. On sait que globalement, rien que sur le CES, on a fait 1 million d'impressions sur les réseaux sociaux. Et moi, bon, je ne suis pas de ce monde-là à l'origine, hein, je suis vraiment plutôt axé sur la réalité virtuelle, mais je suis revenu du CES et puis il y avait tous mes collègues qui disaient ah, bravo, bravo. Je dis bon, ouais. Et en fait, j'ai compris après que c'était un peu un exploit quand même. C'est que ce type d'audience, et en particulier le fait qu'on ait réussi à monétiser, à générer en tout cas du trafic sur une audience secondaire de l'audience locale, était apparemment quelque chose d'assez bien vu. Et donc, c'est un petit peu ça aussi dont je veux témoigner ici. Donc, a priori, donc là, j'ai mis les stats globales. Donc, à l'époque, juste sur le CES, ici, on était à 250 000. Donc, on a estimé, ou on a regardé aussi, en faisant des stats autrement, comme on était arrivé au million. Donc là, je pense que globalement, on doit être autour de 3 millions, quelque chose comme ça, sur 2 gros événements publics, en fait. On a apparemment eu 20 000 visiteurs uniques, ce qui finalement n'est pas tant que ça. Directement sur le site, hein. Et on a collecté 717 mails. Alors, mais vraiment collecté, entre autres par un mécanisme qui est tout simple, c'est que
je suis en train de spoiler ce que je voulais dire après. Alors, je vais finir sur les nombres. 760 publications sur Facebook. Donc, sur Twitter, on ne sait pas. Instagram, 168 sur LinkedIn et 5300 sur Instagram. Très peu de Pinterest. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas humilier Google sur Google+, il y en a eu 3. Mais ce n'était pas notre cible. On était surtout, a priori, Twitter, LinkedIn et Facebook comme plateforme. Donc pourquoi tout ça, ça a marché? C'est peut-être vraiment le fond de ce que je peux essayer de vous partager. Et puis de détailler aussi à travers des questions-réponses. Il va nous rester un petit peu de temps, c'est bien. D'abord, du user-generated content. En fait, là, on est dans, d'une certaine manière, l'extrême qu'on puisse faire, c'est que c'est même pas un selfie, qui est déjà effectivement un contenu fait par l'utilisateur, mais c'est vraiment une œuvre créée par l'utilisateur. C'est quelque chose que l'utilisateur a lui-même imaginé, mis en scène, mis en œuvre, et qui le représente. Et ça résonne très très bien avec aussi la promesse que Dassault Systèmes fait. Donc, nous, on offre la possibilité à des marques d'innover et de créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et en fait, ici, on est vraiment dans le début de l'innovation, dans la capacité qu'on peut avoir d'impliquer l'utilisateur, directement le futur consommateur, le futur acheteur, dans la co-création en fait, de nouveaux produits. Et autant dans l'expérience qu'on a fait là, on était dans une démarche qui était plutôt grand public, alors on demandait aux gens de se projeter dans leurs rêves, et que c'est quelque chose de personnel. La déclinaison professionnelle de la chose, c'est des séances de créativité avec des utilisateurs, des partenaires, des fournisseurs et toute une démarche d'innovation ouverte qu'on est en train de mener. Donc très concrètement, j'en parlerai juste après. Mais voilà, cœur de la promesse ici, enfin cœur de la valeur du contenu qui est fait par l'utilisateur. Et ça, c'est certain qu'une fois que les gens ont créé quelque chose qui vient d'eux, ils ont une appétence à le partager qui est évidente puisque ça les représente. La deuxième valeur essentielle, c'est le goodie digital. Je ne sais pas si ce concept existe, mais en tout cas, je l'aime bien. C'est-à-dire le fait qu'on est sur un événement et on ne repart pas avec un poète-poète, un stylo, un calepin ou un je ne sais pas quoi. On repart avec un souvenir digital. Et comme il est digital et qu'il est immatériel, on peut le dupliquer, on peut le partager. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que du coup, quand on aborde le visiteur et qui vient et qu'on lui dit regarde, tu vas pouvoir faire ça, on lui montre le best-of, on a un petit slideshow qui montre les 10 ou 15 meilleures et ou plus récentes créations, et qu'on lui dit regarde, tu vas pouvoir faire ça, mais qui dit super, où est-ce que je m'inscris quoi. Et donc il s'inscrit et on lui dit on va t'envoyer un lien vers ton œuvre, donc donne-nous ton nom, ton prénom et ton mail. Et le mec, la personne ne se pose aucune question de savoir si on va le faire, ce qu'on va faire de ces données ou pas. Alors on est quand même prudent et intelligent, et on a un système d'opt-in, c'est-à-dire qu'une fois que la personne reçoit le mail, elle coche une case pour dire ou non si elle accepte que son contenu soit rendu public. Si elle ne l'accepte pas, en fait, le contenu n'apparaîtra pas dans la galerie publique. Néanmoins, la personne pourra la partager de la même manière, partager son contenu. Donc, on bénéficie quand même d'un levier d'accès à son audience personnelle, à son réseau à lui. Voilà. Mais donc c'est un très bon levier pour collecter en fait des mails, et des mails très quali entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'ils ont vécu, par ce qu'on leur propose, et qui vont être des bons ambassadeurs, puisqu'on commence par faire une chose, c'est leur donner quelque chose, et on leur donne du plaisir. On en a parlé, ou du désir, ou de la promesse, et en plus on leur permet d'aller puiser dans leur imaginaire, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Et voilà. Le troisième levier qu'on a activé, c'est donc cette viralité native, donc cette capacité à faire qu'en un clic, je n'ai pas montré le clic, mais vous avez vu les petites icônes à côté de l'image, en un clic, on repartage ou on like. Et aussi, on a verrouillé, ça c'était le conseil que nous a donné l'agence, enfin la start-up avec qui on a travaillé, en fait, c'est qui
je vais les nommer parce qu'ils le méritent, il n'y a pas de raison, qui est Edu, qui héberge nos données. On avait déjà développé un certain nombre de choses en interne et on s'est appuyé sur cette plus petite boîte qui a l'avantage d'avoir une bonne agilité pour leur faire quelques modifications et que ça rentre bien dans notre cahier des charges. Et eux, ils nous ont recommandé une chose, et je vous invite à la pratiquer aussi, c'est finalement d'interdire le téléchargement et de forcer les gens à aller sur la plateforme. Ce qui vous permet de compter, ce qui vous permet de localiser, ce qui vous permet tout un tas de choses. Donc, sauf bug, il y en a eu qui ont permis aux gens quand même de télécharger. Globalement, les gens sont captifs, ils partagent sur les réseaux sociaux, mais ça reste un lien vers ce qu'il y a sur la plateforme. Et donc, du coup, on est toujours en capacité de contrôler le contenu et d'en faire ce qu'on veut, ce qui est forcément à notre ère du digital essentiel. Et last but not least, j'aurais pu faire en fait les 30 minutes sur ce sujet, et j'espère que les 10 minutes qui vont nous rester de questions-réponses nous permettront d'aborder ce point-là. C'est une expérience utilisateur sur le site, ce qui est absolument irréprochable et sans aucun compromis, c'est-à-dire une fluidité parfaite, un équipement tout à fait adapté, donc HTC Vive qui est notre partenaire et qui est un casque qui est en train de dominer le marché maintenant de la réalité virtuelle grand public, qui a dépassé Oculus et Facebook, en tout cas peut-être pas définitivement, mais qui a pris une belle avance, et qui offre maintenant une expérience absolument fabuleuse d'un point de vue technologique. Maintenant, technologie n'est pas contenu, n'est pas expérience, donc il faut que tout ça se complète bien, donc il faut que ce qu'on développe au-dessus de ces casques-là, qui sont maintenant disponibles à tout le monde, soit pertinent, ne rende pas les gens malades, ne leur donne pas l'occasion de se casser la figure, et plein d'autres dangers que je pourrais détailler si ça vous intéresse. Mais entre guillemets, c'est un métier de professionnel. Il y a tout un tas d'amateurs entre guillemets qui arrivent sur ce marché parce que ils viennent du monde du contenu interactif 3D, du jeu vidéo ou du serious game, et tout à coup maintenant ils peuvent s'acheter un casque, donc ils se déclarent auteurs d'expériences 3D interactives immersives. Ça demande un peu plus que ça. Donc une expérience irréprochable aussi dans l'accueil, l'enregistrement, la queue, la vue pour le public. Les spectateurs vivent une expérience en attendant que le joueur, que ce soit leur tour, puisqu'ils voient quelqu'un en train de faire une performance, ils ont un retour sur un grand écran à côté pour comprendre ce qui se passe et en profiter. Et ça, c'est très important. Voilà. Si vous voulez continuer donc à nous suivre sur ces sujets, donc comme je l'ai dit, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou Facebook. Allez voir le site du 3D Experience Lab. On est sur le point de passer à une nouvelle version dans laquelle vous verrez ce projet-là sous forme d'un projet d'innovation ouverte en partenariat avec Bluenove. Bluenove, vous connaissez peut-être, c'est une agence qui est à Paris, à Montréal, et qui est spécialisée dans l'innovation ouverte et l'intelligence collective. Et en fait, on a fait un partenariat dans le cadre du 3D Experience Lab qui leur permet, en tout cas on démarre les expérimentations, de mettre en œuvre soit des concours à idées publiques, comme on va faire à Futur en Scène, soit des sessions privées d'innovation pour le bénéfice de marques qui chercheraient à co-créer avec leurs usagers et leurs collaborateurs des nouveaux de la nouveauté. Donc on est en train d'expérimenter une nouvelle offre en fait à travers ce partenariat. Donc vous aurez tous les détails d'ici quelques jours sur le 3dexperiencelab.3ds.com. Et puis vous pouvez venir vivre l'expérience à Futur en Scène au village de l'innovation, donc à la fin de la semaine prochaine, y compris le week-end, du jeudi 9 au dimanche 12 juin. Je participerai aussi à une conférence et on participe aussi à 2 autres conférences autour de l'innovation. Et voilà, je vous remercie. On a un peu de temps pour des questions. Oui, il y a des questions par là. Je ne sais pas si on donne des micros, si je répète la question.
souvent, ça me donne le mal de mer très très rapidement. Et est-ce que vous avez justement des conseils pour améliorer l'expérience? Oui, tout à fait. Effectivement, donc ces casques-là, donc cette nouvelle génération de casques qui arrive là, c'est l'année en 2016 où tout le monde y a accès. Ça introduit une vraie singularité, pour reprendre les propos qui ont été dits là, parce que tout à coup, on est capable de transporter tout un chacun dans un monde parallèle en interfaçant son corps. Et qui dit interfacer son corps dit effectivement prendre possession d'une partie de la personne. Alors on va rejoindre un petit peu notre débat là. Et en fait, ce que pas mal d'auteurs, je peux essayer de retrouver la slide, parce que j'ai à peu près 2000 slides de backup derrière. Mais en gros, nous, on définit la réalité virtuelle avec à peu près ce schéma-là. C'est en fait à travers une boucle action-perception fermée, c'est-à-dire l'utilisateur agit, l'expérience réagit et l'utilisateur perçoit le résultat de son action. Donc c'est une boucle fermée avec l'ordinateur, avec le virtuel. Si cette boucle-là a une latence suffisamment faible, on va taper dans des zones de notre cerveau qui sont des zones profondes, qui sont des zones en fait sous-corticales. Donc c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau reptilien. Et c'est des zones en fait de l'émotion, c'est les zones de pas mal de mémorisation. Donc c'est pas l'imaginaire du cortex, c'est pas notre capacité réflexive, introspective, etc. C'est vraiment la partie animale qui est en nous. Et cet auteur là, Roland Jouvin, que je cite ici, et je vous conseille la lecture de son bouquin qui s'appelle Le cerveau magicien, explique très très bien comment la physiologie est reliée à la psychologie et au comportement des personnes. Et donc cette immersion virtuelle qu'on génère avec ces artefacts, ces interfaces collées, ou en tout cas attachées au corps, vont directement taper dans le cheval, dans la partie sous-corticale. Donc il parle de cheval et du cavalier. Donc là, on va taper dans le cheval et on contourne le contrôle du cavalier. Donc forcément, c'est très facile. Imaginez que vous êtes à cheval et qu'il y a quelqu'un qui tire les rênes à votre place, quoi. Donc forcément, le cheval, il va faire autre chose. Mais le cheval, il a aussi son indépendance, il a son autonomie, il a sa réactivité. Et donc, quand on lui dit, parce qu'on est en train d'être dans un espace qui est ouvert et qu'on lui dit, attrape cette chose-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Et si jamais il y a un mur, il se casse la figure. Donc la première des choses à respecter quand on fait de l'immersion virtuelle, c'est de penser à la scénographie de l'espace. La scénographie est la première chose à définir, à designer, à concevoir. C'est-à-dire où sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont debout, est-ce qu'ils sont assis, dans quel espace ils sont, où est le public s'il y a du public, etc. Pour éviter que les gens oublient les contingences de la réalité physique. Après, la deuxième chose à ne pas faire, c'est générer des conflits visio-vestibulaires, pour employer des gros mots, c'est-à-dire faire représenter visuellement des choses qui, d'un point de vue de l'oreille interne, ne sont pas en concordance. C'est la même chose que quand on lit en voiture, par exemple, mais à l'envers. Quand on lit en voiture, notre système vestibulaire est sollicité par les accélérations et les mouvements de la voiture, mais notre système visuel est fixe, on ne voit que le livre. Il y a un conflit entre les deux, on n'est pas bien. Là, c'est le contraire. Si on fait déplacer une personne virtuellement, on le fait naviguer, on le met sur un véhicule, et il a tout son champ de vision qui est sollicité avec un flux visuel qui défile, mais qu'il est fixe, son système, son oreille interne et son système proprioceptif est fixe, et il ne va pas se sentir bien. Donc ça, il faut absolument éviter ces choses-là. Et globalement, le troisième ennemi de tout ça, c'est la latence. Donc c'est le respect de cette boucle sensorimotrice. Il faut qu'elle soit suffisamment rapide. Donc il y a une partie, c'est la technologie, c'est le casque lui-même, la carte graphique, l'ordinateur et tout ça. Mais il y a une partie qui est dans le contenu. Et si le contenu est trop lourd, il met trop longtemps à se calculer, il induit de la latence entre les deux systèmes. Et pour socialement de la stroboscopie ou des effets qui sont gênants. Et là, indépendamment du fait qu'on fait déplacer le joueur peut se sentir pas bien parce qu'il y a à nouveau un conflit entre visuel et vestibulaire. C'était clair? Bon. J'ai une autre question, deux autres questions. Alors, je ne sais pas comment vous voulez vous organiser. Juste, vous avez parlé tout à l'heure d'avoir généré... Je ne vois pas qui parle. C'est moi. Ah d'accord, merci. Vous avez généré 1 million d'impressions sur les réseaux sociaux. Je me permets juste de vous notifier que ça ne veut pas dire grand-chose.
Bon, Voilà. vous C'est faites juste bien. une petite parenthèse. Mais c'est pas votre métier, comme je connais rien à la réalité virtuelle. J'ai juste du mal à comprendre parce que c'est le lien avec la communication événementielle pour le coup. Est-ce qu'on s'adresse à du grand public ou à un marché très ciblé? C'est vrai qu'il y a un flou parce que vous abordez un peu les deux notions, le fait de faire découvrir au grand public et à certains moments vous dites on s'adresse à un public très spécialisé. Je déforme un peu vos termes, mais dans l'idée c'est un peu ça. Voilà, donc à qui on s'adresse clairement sur ces technologies-là et comment du coup peut-être mieux communiquer pour faire découvrir au public qu'on recherche sur cet événement-là par exemple. D'ailleurs, je vais même essayer d'invoquer une autre slide. Alors attendez. Je vous demande juste 2 petites secondes. Elle ne devrait pas être très loin. Ouais. En fait, je pense qu'on est complètement sur... Enfin, je pense que vous êtes tous familiers avec le Hype Cycle de Gartner. Oui, non ? Pas forcément. Alors, j'explicite rapidement. Gartner publie tous les ans un graphique qui montre comment une technologie d'interaction homme-machine suit un cycle qui est en général toujours le même, qui consiste à monter, en fait, qui met d'un côté les attentes et d'autre côté on va dire le temps, tout simplement. Et en fait, les technologies, au début, elles ont l'air d'être tellement magiques, fantastiques, etc., qu'il y a une espèce de overhype. Les gens ont super envie, se disent « Waouh, c'est trop », et donc c'est très, très attractif. Mais après, on découvre assez vite qu'en fait, la promesse, elle n'est pas forcément là. Il y a une espèce de désillusion, et il y a la vallée de la désillusion. Et puis, il y a des usages qui commencent à s'établir, des industries qui commencent à maturer cet usage-là, et on voit le slope of enlightenment et arriver vers le plateau de la productivité. Et donc, je dirais qu'il y a un peu 2 catégories d'usages. Il y a un usage qui va surfer sur le hype, donc qui nécessite d'être tout le temps très, très à jour et d'être connecté à un écosystème très innovant pour mettre en avant cette coolitude, cette magiquitude et cette funitude. Et puis après, il y a l'usage en tant que tel applicatif qui va permettre d'avoir des débouchés concrets, de faire un retour sur investissement réel, etc. Et donc je dirais qu'il faut savoir dans quel cours on a envie de jouer et essayer de ne pas mélanger les deux. Et c'est très très difficile de passer directement de là. Ah oui, il n'y a pas la courbe, c'est dommage, hein, mais la courbe, vous l'avez imaginé, elle fait ça. C'est très difficile de passer de là à là. Ça répond à votre question ou pas? Oui, plus ou moins, mais du coup, on est vraiment sur un public ciblé pour le coup. Quand on est sur le hype, on est sur n'importe qui, hein, puisque n'importe qui a envie de magie. Enfin, c'est le même public qui va aller voir un spectacle de magie. Voilà. Donc je pense que c'est le grand public. On a tous envie d'un peu de magie, d'un peu de fantastique, d'un peu de nouveau, d'inattendu, de sensations, mais même pas, quoi. Oui, une autre question. Bonjour, je m'appelle Yao, je travaille au pôle international au Figaro. J'ai une question parce que vous parlez maintenant de 3D expérience et l'utiliser dans le secteur de voiture. À mon connaissance, aussi utilisé dans le secteur immobilier, e-commerce. Par exemple, l'entreprise Alibaba, il va lancer VR pour acheter le course sur le e-commerce plateforme. Aussi pour l'Entertainment Park à Shanghai. Peut-être Burberry, il peut utiliser ce concept aussi. Donc, je veux savoir, est-ce que 3D expérience, c'est aussi applicable sur le secteur de la mode, de la beauté ou notre secteur? Parce que moi, je pense peut-être c'est plus comme l'immobilier, voiture ou entertainment park n'est pas pour la mode en général. Alors, oui. Pour la mode en tant que telle, il y a certaines initiatives. Alors, notre expérience, celle qu'on vous a décrite là, on commence à travailler avec des stylistes ou des gens qui sont dans la conception d'habillement, un grand couturier et puis peut-être des gens un peu moins haute couture, pour prototyper en fait des robes, par exemple, sur de la haute couture. Et cette capacité qu'on a à travers la réalité virtuelle, à impliquer l'utilisateur final, le consommateur final,
dans la co-création de ce qu'il va acheter, est quelque chose d'absolument unique et qui devrait interpeller toutes les marques, parce qu'au-delà de faire de la com, on va vraiment faire du marketing au sens où on va associer le public à l'appropriation de ce qu'on va lui faire acheter. Et tout ça, c'est transformé aussi par tout un mode de manufacturing additif, de 3D printing, etc., qui fait qu'en fait, on va maintenant pouvoir customiser de façon massive ce qu'on achète au prix d'une production industrielle qui jusque-là n'était pas customisable parce que c'était de la série. Donc là, il y a un bouleversement énorme qui nous interpelle beaucoup, évidemment, puisque c'est toute la chaîne de valeur qui est modifiée. Vous l'avez vu sûrement pour des voitures ou des chaussures maintenant, mais on peut tout customiser. Enfin, on commence à pouvoir customiser soi-même beaucoup de choses. Et le fait de le customiser en 3D et d'être même à l'intérieur de ce qu'on est en train de concevoir, c'est-à-dire à l'échelle avec ce qu'on a devant soi, de façon très fidèle par rapport à ce qu'on aura au moment de l'achat, est un levier absolument exceptionnel qu'il faut activer. On a une marque qui s'appelle Home by Me, qui s'adresse au grand public et qui permet, d'ailleurs on est partenaire avec Explorimo, qui est du groupe Figaro, qui permet de concevoir son intérieur en virtuel à travers une interface purement web. Et d'ici pas très longtemps, on en a fait la démonstration à la Foire de Paris. On pourra aussi mettre un casque de réalité virtuelle et se retrouver dans son intérieur, tel qu'on l'a remodélisé et ou rempli de meubles ou d'un aménagement quelconque. Et donc, être capable de prendre des décisions d'achat, soit du mobilier, soit même, on travaille aussi avec des entreprises qui sont qui vendent des appartements sur plan, tout simplement, et vivre en fait l'expérience de ce que serait être dans ces espaces-là en amont et avant même que les choses soient construites. Merci. Il y a une question là. On en est à... Bonjour, Nora Maouchi pour l'innovation du groupe La Poste. Je voulais avoir en fait votre avis. Quel est le regard en fait du e-commerce sur cette innovation, en ce sens où aujourd'hui on est submergé de catalogues, et est-ce que demain on peut imaginer que chacun puisse un jour créer son propre catalogue et mettre à disposition ou en vente ses propres produits? On voit aujourd'hui toute la relation qui peut se faire avec l'impression 3D, sans parler de phase d'industrialisation. Donc je voulais avoir votre avis sur ce point. Merci. Oui, je l'ai un petit peu évoqué. Moi, je suis totalement convaincu que le e-commerce va être totalement transformé par le VR commerce, je ne sais pas comment on va l'appeler, le V-commerce, allez, soyons fous, entre autres parce que la réalité virtuelle justifie la 3D. En fait, jusque-là, il n'y avait pas forcément besoin de représenter du mobilier, des habits, des voitures. Bon, les voitures, on les conçoit en 3D. Donc forcément, il y a une économie. En fait, il y a deux catégories de produits. Il y a des produits qui sont conçus dès le début en 3D. Et donc, du coup, en faire des configurateurs de vente ou des expériences de vente digitaux arrive très naturellement. Et nous, c'est notre métier. On a une marque entière qui s'appelle 3D Excite et qui fait ça. Après, il y a toute une industrie qui n'utilise pas la 3D dans sa phase de conception. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que les industries vont se mettre à concevoir en 3D parce qu'elles savent qu'après, elles auront les assets 3D qui vont leur permettre de faire des expériences de réalité virtuelle. Et ça, c'est ce qu'on espère, nous, parce que du coup, ils vont sûrement utiliser nos outils. Soit il va y avoir totalement une autre économie qui va se créer, qui va être la digitalisation de 3D. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sociétés, peut-être Amazon va être le champion de ça, sûrement, qui vont digitaliser les produits de grande consommation et les mettre sur des stores 3D, où il suffira plus... Où donc on aura une proposition nouvelle, qui n'est pas juste des photos d'un vrai produit qui existe, mais des expériences de mise en situation de ces produits-là dans le contexte de leur usage. Et du coup, forcément, une confiance dans l'achat qu'on va faire qui va être bien supérieure et des taux de retour qui vont être bien inférieurs parce qu'on aura pu, entre guillemets, essayer le bien qu'on achète avant. En tout cas, on en aura fait une expérience sensorielle suffisamment riche pour être à peu près certain que c'est ce qu'on veut.